voilà deux questions de physique cette fois. La première question, dans le cas d'un pendule élastique libre amorti en régime pseudo-périodique, sous quelle forme est emmagasinée l'énergie de l'oscillateur lorsque son élongation x est maximale et lorsque sa vitesse v est maximale? Ça, c'est la première question. Deuxième question, toujours concernant la physique. Oui. Quand on nous donne le tableau d'évolution au cours du temps du nombre n de noyaux radioactifs présents dans un échantillon contenant n0 noyaux à un instant donné, comment peut-on déterminer la constante radioactive lambda du radioélément considéré? شكرا لك أستاذ على الأسئلة اللي قدمتها. وهو سي شفيق التولقي الأستاذ باش يفسر لنا ويجاوب لنا على السؤال الأول. تفضل. Alors la première question c'était donc un pendule élastique amorti. Donc nous sommes dans le cas d'un pendule élastique et amorti et l'élève veut savoir dans quel cas, comment est l'énergie, sous quelle forme elle est emmagasinée. Est-ce qu'elle est emmagasinée sous forme d'énergie cinétique exclusivement ou énergie potentielle, élastique ou les deux en même temps? Et ben c'est ce qu'on va essayer de voir. Dans le cas d'un pendule élastique amorti, on a vu que les variations de x en fonction du temps étaient pseudo-périodiques. On va se placer dans le cas où c'est pseudo-périodique. Là, à l'instant t égal à 0, vous allez avoir le x max 1. Là, c'est le x max 2, etc. Et ça, c'est la période, la pseudo-période T', T0, vous pouvez l'appeler T' ou T0, vous savez que la pseudo-période est sensiblement égale à la période propre. Alors, dans le cas où le x est égal à x max, c'est-à-dire que je suis x max, par exemple, je suis là, à t égale à 0, ou bien là, au bout d'une pseudo-période, ou au bout de deux pseudo-périodes, etc. Puisque le x est égal à x max, par conséquent, la vitesse qui est égale à dx sur dt est nulle. Et dans ce cas précis, toute l'énergie en fait mécanique, alors je tiens à vous rappeler aussi que l'énergie mécanique, il faut d'abord définir le système. Je rappelle que le système c'est le pendule, c'est-à-dire le solide S plus le ressort, et votre énergie mécanique s'écrit sous la forme de EC plus une énergie potentielle élastique qu'on notera EPE. Alors l'énergie cinétique c'est 1 demi de m v carré, et l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi de k x carré. Et vous comprenez le reste. Lorsque l'abscisse x est maximale, évidemment, la vitesse mv carré, la vitesse est nulle, et toute mon énergie mécanique est alors exclusivement de l'énergie potentielle élastique. Dans ce cas-là, alors on va avoir évidemment le x est égal à x max, donc le E sera égal à EPE max, qui sera égal à 1 demi de kx max i au carré, donc ça dépendra en fait de l'amplitude, soit vous êtes à t égale à 0 qui est le x max 1, ou au bout d'une pseudo-période où c'est x max 2, etc. Remarquez que le x, il faut toujours définir son unité, c'est soit en mètres, soit en une certaine dispuissance du mètre. Le t, c'est toujours en secondes. N'oubliez pas ça, surtout lorsqu'on demande de représenter des variations d'une élongation au cours du temps. Et l'énergie cinétique, on vient de voir qu'elle est nulle, donc toute mon énergie mécanique dans ce cas-là est exclusivement une énergie potentielle élastique maximale. Alors qu'en est-il maintenant dans le cas où la vitesse est maximale? Alors vous savez que pour v est égal à v max, pour une vitesse v est égale à v max, l'accélération qui n'est autre que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est alors nulle. Or, on vient de voir tout à l'heure dans une question précédente, justement, l'équation différentielle d'un oscillateur mécanique amorti, en régime pseudo-périodique. Et notre collègue a écrit déjà son équation différentielle, il nous a écrit, or, l'équation différentielle d'un oscillateur mécanique amorti en régime pseudo-périodique, c'est ce qu'on a représenté, en régime pseudo-périodique, s'écrit sous la forme, on vient de l'établir, qui est égal à m fois a plus hv plus kx, qui est égal à 0. Et vous savez que le a, ce n'est autre que la dérivée seconde de x par rapport au temps, n'est-ce pas? Ou disons, c'est la dérivée de la vitesse, c'est la dérivée de la vitesse, plus le hv plus le kx, qui est égal à 0. On vient de voir que dans le cas où la vitesse est maximale, votre accélération est nulle. Donc là, mon accélération, qui est la dérivée de la vitesse, est nulle, et par conséquent la vitesse étant maximale, donc on écrira finalement que le hv max moins kx
est égal à 0. Donc, lorsque la vitesse est maximale, l'abscisse x, l'élongation x, s'écrira, alors là il y a un plus évidemment, s'écrira donc moins h Vmax sur k. Alors, justement, c'est ça le point essentiel dans cette situation, c'est que lorsque la vitesse est maximale, vous avez une énergie cinétique qui est égale à 1/2 de m Vmax au carré, mais l'énergie potentielle élastique n'est pas nulle. L'énergie potentielle élastique existe aussi, et elle est égale à 1/2 de kx carré, c'est-à-dire 1/2 de k. Alors remplaçons le x, n'est-ce pas, par moins h Vmax sur k, le tout au carré, et donc on écrira que c'est égal à 1/2 de h carré Vmax au carré sur la valeur de k. Voilà, les deux formes d'énergie donc sont en présence. Je ne sais pas s'il y a une simulation, on peut lancer là une petite simulation qui représente justement le cas où la vitesse, lorsque la vitesse est maximale, votre énergie, voilà, on est là. Donc ça, c'est un pendule élastique libre amorti. Remarquez que en déplaçant le solide S, on obtient un régime libre amorti pseudo-périodique. Alors, les données, alors les paramètres, s'il vous plaît, on a pris une masse. Est-ce qu'on peut voir les paramètres? Voilà. Voilà les paramètres. Alors, on a pris une valeur de la masse qui est égale à, je ne les ai pas ici devant moi, 475 grammes, c'est ça. Le K est égal à 10 Nm moins 1. Et on a pris un coefficient de frottement 0,8. Alors, en lançant donc l'animation, l'affichage, s'il vous plaît, on remarque que les variations de X, c'est le régime pseudo-périodique. Maintenant, nous allons passer à les variations de la vitesse. Voilà, ça, c'est les variations de la vitesse, en rouge, au cours du temps, ainsi que la variation de l'accélération. Voilà. En vert, voilà la variation de l'accélération au cours du temps. Alors, ce qu'on remarque, c'est que si on prend ces trois graphes, ces trois variations, voilà, et on essaye de les superposer, enfin de les rapprocher les unes aux autres, on remarque que, tout d'abord, pour une certaine date, alors c'est la date qui est à droite, lorsque le x est au maximum dans la courbe bleue, la vitesse en rouge est nulle. Et donc, par conséquent, toute l'énergie mécanique, là, est sous forme d'énergie potentielle élastique exclusivement maximale. Maintenant, si je prends la correspondance précédente, c'est-à-dire celle qui est à gauche, vous remarquez que lorsque la vitesse est maximale, c'est la courbe du milieu, la courbe rouge, eh bien, l'abscisse x n'est pas nulle. Au contraire, elle est négative. Et évidemment, c'est celle qu'on vient d'établir tout à l'heure. Et remarquez que l'accélération, dans ce cas-là, est nulle. Alors, maintenant, on peut lancer l'animation sur les énergies, s'il vous plaît. Alors, en regardant les variations maintenant des énergies, voilà, on va les avoir maintenant, les variations des énergies au cours du temps, on remarque que les deux formes d'énergie varient en sens inverse, et lorsque l'une des énergies est maximale, c'est le cas, mathalan, la courbe rouge, hein, avant les 0,4 secondes, lorsque l'énergie est maximale, voilà, c'est là où il y a le curseur, vous remarquez que pour la courbe verte, l'abscisse x n'est pas nulle et donc l'énergie potentielle élastique n'est pas nulle. Remarquez que maintenant, si nous prenons un coefficient de frottement nul, s'il vous plaît, mettez un h égal à 0, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? On retrouve, voilà, le pendule élastique, libre, non amorti. Remarquez que les deux formes d'énergie varient en sens inverse. Lorsque l'une croît, l'autre décroît, et tout en conservant l'énergie mécanique totale du système. Dans ce cas-là, le système est conservatif. Si on reprend, s'il vous plaît, ici la démonstration. Dans le cas maintenant où le h est égal à 0, remarquez que le x est alors nul. Et lorsque l'énergie cinétique est maximale pour une vitesse maximale, votre énergie cinétique est maximale. Dans le cas où le h est nul, donc l'abscisse est nulle, et par conséquent, l'énergie potentielle élastique est nulle. Donc c'est ça la différence, c'est au niveau de la vitesse maximale. Dans le cas où il est libre, non amorti, les deux énergies varient en sens inverse.
Par contre, dans le cas du pendule libre amorti, là, même lorsque la vitesse est maximale, votre énergie potentielle élastique n'est pas nulle. Je suis désolé, j'ai pris un peu de temps. بيسالش شفيق المهم الاجابه توصل للساده المشاهدين والاعزائنا التلامذه ولو انه خدينا برشا وقت في السؤال هذا لكن نمر الاجابه عن السؤال الموالي مع الاستاذ عبد الرزاق اليحيوي. انا فقط حبيت نذكر تلاميذ البكالوريا اللي قاعدين يشاهدوا في ماده اليوم اللي هي العلوم الفيزيائيه راهي هي خاصه فقط بشعبه الرياضيات العلوم التجريبيه والتقنيه لكن ايضا باش يكون عندنا درس علوم فيزيائيه خاص بشعبه الاعلاميه ان شاء الله نهار 31 ماي. تفضل استاذ. Bien. On nous demande ici de calculer la valeur de lambda, la constante radioactive, à partir d'un tableau de mesure qui fournit des couples de valeurs tant nombre de noyaux. Bon, pour cela, je vais commencer par dire que le nombre de noyaux n présents dans un radionucléide considéré à un instant t obéit à la loi de décroissance radioactive, à savoir dn sur n est égal à moins lambda dt. Cette relation me permet d'aboutir à l'une ou l'autre des relations. La première, c'est que le nombre n de t est égal à n0 exponentiel moins lambda t, n de t étant le nombre de noyaux non désintégrés présents à l'instant t. N0, c'est le nombre de noyaux présents à t égale à 0. Lambda, la constante radioactive que vous cherchez, et t, c'est le temps. Je vais numéroter cette relation numéro 1. Cette même relation peut me permettre de tirer log népérien, logarithme népérien de n est égal à moins lambda t plus log de n0 et c'est pas difficile pour les élèves, donc il s'agit de chercher une primitive de cette relation. Cette relation, je vais la nommer numéro 2 et je peux arriver à une troisième relation, par exemple le logarithme népérien du rapport n0 sur n est égal, ceci à lambda t. Donc j'ai trois relations. Bon, pour déterminer lambda, eh bien la question qui se pose directement chez les élèves, ils vont me dire qu'il fallait qu'on pourrait calculer lambda à partir du tableau directement en choisissant un couple de valeurs tn et faire le calcul. Mais ici, il fallait faire attention à ce que le couple choisi ne figure pas sur la courbe. Par conséquent, il fallait passer à la représentation graphique de chacune des relations qu'on va utiliser. Donc, je vais passer aux représentations graphiques. Je vais commencer maintenant par la relation numéro 1, n qui est égal à n0 exponentiel moins lambda t. Eh bien, si je vais représenter cette courbe, donc je vais avoir ici l'axe des temps. Ici, c'est le nombre de noyaux n non désintégrés. Là, c'est 0. Eh bien, cette fonction donc varie au cours du temps de la manière suivante avec, si vous voulez ici, n0. Bien. Maintenant, l'exploitation de cette courbe me permet de calculer lambda, mais son exploitation peut se faire de trois manières différentes. Donc, la première, si vous voulez, la première méthode, je vais exploiter la relation entre lambda et t. Comment? Je calcule la période radioactive t. Par quelle relation? Lorsque le nombre de noyaux n est égal à n0 sur 2, eh bien, l'instant t, dans ces conditions, est égal à la période radioactive. Donc, je pourrais venir ici sur la courbe. J'ai ici n0. n0 sur 2, c'est à peu près là. Eh bien, je calcule t. Une fois t calculé, je vais appliquer la relation lambda t est égal logarithme népérien de 2, ce qui me donne la valeur de lambda est égal à logarithme népérien de 2 sur grand T. L'une des premières méthodes. Bon, la deuxième méthode, eh bien, la deuxième méthode, donc, vous reporte au dipôle RC et à la variation de la tension UC au cours du temps. Et donc, je vais appliquer la méthode de 37%. Comment? Méthode du 37%. Comment? Vous constatez que si je choisis T est égal à 1 sur lambda,
je vais avoir cette relation, donc va s'écrire n égale à n0 exponentielle moins 1, c'est 0,37 n0. Donc il suffit de venir ici sur la courbe, repérer 0,37 n0, disons que c'est à peu près ici, 0,37 n0. Je vais trouver ici 1 sur lambda. Donc, directement, je calcule lambda. La troisième méthode, eh bien, c'est la méthode de la tangente. Méthode de la tangente. Comment la méthode de la tangente? Donc, je vais tracer la tangente T à la courbe n égale à f de t à l'origine. Eh bien, cette tangente, cette droite, eh bien, je peux donc, bien sûr, ici, normalement, je dois trouver ici la valeur 1 sur lambda, mais comme je n'ai pas tracé la courbe au départ, donc à l'échelle, je ne vais pas trouver une coïncidence, mais normalement, cette valeur, c'est 1 sur lambda. Bon, ceci, c'est la première relation. Bon, je vais passer à l'exploitation de la deuxième relation, log de n, deuxième relation, log de n est égal à moins lambda t plus log de n0. Si je vais tracer graphiquement la courbe, je vais trouver ici une droite, telle que ici c'est le logarithme hypérien de n, là c'est 0, et c'est une droite décroissante. Ici, ce point, c'est le log de n0, c'est la valeur de log de n quand t égale à 0, et la pente de la droite, ça va être moins lambda. Il suffit de calculer la pente de la droite en choisissant deux points, par exemple le point A, calculer log de n au point A, ici c'est TA, considérez un autre point que j'appelle le point B, ici c'est log de n au point B et là c'est TB, eh bien le calcul de la pente c'est simple, donc la pente P, ça va être log de n au point A moins log de n au point B divisé par TA moins TB, et ceci, ce n'est autre que moins lambda. Bon, la troisième et dernière relation, donc si je vais adopter log de n0 sur n qui va être lambda t, eh bien la représentation graphique d'une telle relation me donne une droite linéaire. Donc ici c'est log de n sur n0 et la courbe c'est log de n0 sur n, ici pardon, log de n0 sur n, et la pente ici de la droite c'est lambda. Donc il suffit de faire de la manière suivante, c'est-à-dire choisir deux points A et B de la droite et calculer la pente. Comment? C'est log de n0 sur n au point B moins log de n0 sur n au point A sur TB moins TA. Ceci me donne la pente qui est égale à lambda. Donc P, ici, c'est lambda. Et si je vais la calculer, donc ça va être alors log de n0 sur n au point A moins log de n0 sur n au point B sur TA moins TB. Bon, voilà, je vous remercie. شكرا لك أستاذ على كل هذه التوضيحات. نحن هكا نكونوا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، لكن مازلت عنا عودة توا لقاعة استقبال المكالمات الهاتفية حتى نعطيو كلمة الختام للسيد متفقد المادة. تفضل أستاذ. بارك الله فيك. Donc, j'espère à tout le monde donc la réussite et j'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions. Nombreuses sont les questions bien sûr posées. On aura l'occasion de revoir les élèves de la section sciences de l'informatique le lundi 31 mai. Soyez nombreux. Voilà. Je vous remercie.
شكرا لك استاذ يعطيك الصحه، وشكرا لكم انتم على متابعتنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من كل الاجابات اللي قدموها الاساتذه الحاضرين معنا في الاستوديو وفي قاعه استقبال المكالمات الهاتفيه كذلك. مشكورين على الحضور معنا. انا بقى لي كان باش نقول لكم حظ سعيد وموفق للجميع، لجميع تلاميذ البكالوريا. وما تنساوش موعدنا يجدد يوم غد مع ماده الفرنسيه. رقم الهواتف في الموضوع على ذمتكم 71 800 814، وكذلك الرقم الهاتف الثاني 71 280 089. ما تنساوش اللي الهواتف في موضوع على ذمتكم قبل بساعه من انطلاق البرنامج. شكرا لكم والى اللقاء.